Mesdames, Messieurs, bonjour. Que veut dire être libéral et être conservateur? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Puis, quelle est la différence entre les valeurs libérales et ultralibérales? Dans cette capsule, nous répondrons à ces trois questions. Cette vidéo est basée sur le contenu des capsules How do we make society better? Left versus Right et Left or Liberal, toutes deux produites par PragerU. Une des distinctions les plus claires entre la droite conservatrice et la gauche libérale concerne la méthode à suivre pour améliorer la société. Les conservateurs proposent que la plupart du temps, la meilleure méthode est l'amélioration morale de l'individu, à travers une décision prise par chaque citoyen de travailler sur soi, de corriger ses défauts. Il y a bel et bien dans le monde des sociétés violentes et corrompues, au point que les citoyens n'ont pas d'autre choix que de lutter contre ces régimes tyranniques. Mais dans un pays libre comme le Canada, le plus grand défi de l'individu est d'apprendre à ne pas faire le mal, donc à corriger ses défauts moraux. La gauche libérale, de son côté, croit que la plupart du temps, la meilleure méthode pour améliorer la société est de lutter contre les défaillances morales de la société. C'est ainsi que l'on voit les citoyens adhérents aux valeurs libérales concentrer leurs efforts sur la lutte contre le sexisme, le racisme, l'intolérance, la xénophobie, l'homophobie, la biphobie, la lesbophobie, la transphobie, l'islamophobie et les nombreux autres maux qui, à leurs yeux, entachent la société canadienne. Une conséquence importante de cette distinction entre la gauche et la droite est que ceux qui adhèrent aux valeurs de la gauche sont beaucoup plus préoccupés par la politique que leurs vis-à-vis de la droite. Comme les libéraux sont davantage intéressés à redresser la société qu'à corriger leurs propres défauts, la politique devient le moyen par excellence pour améliorer la société à travers l'adoption de différentes lois. Une autre conséquence de cette différence entre la gauche et la droite est que puisque les conservateurs croient que la société ne peut changer qu'à condition que chaque citoyen accepte de travailler sur soi, les conservateurs acceptent que la société ne peut se redresser que de manière plus progressive. Cette stratégie ne va toutefois pas assez vite pour la gauche, qui privilégie les changements radicaux. Un bel exemple de cela est la déclaration faite par Barack Obama en 2008, alors qu'il était à quelques jours de gagner sa première élection. S'adressant à un auditoire enflammé, il avait déclaré « Nous sommes à 5 jours de transformer fondamentalement les États-Unis d'Amérique. » Fin de la citation. Non seulement les conservateurs n'ont aucun intérêt à transformer fondamentalement leur pays, mais ils s'y opposent fermement. Les conservateurs croient en effet que chercher à transformer fondamentalement une société qui en soi n'est pas mauvaise, qui dans le cas du Canada est l'une des sociétés les plus remarquables de la planète, risque d'empirer la situation. Conséquemment, les conservateurs ne veulent pas de changements radicaux. Ils veulent améliorer le Canada à travers la continuité. Les pères de la Confédération ont reconnu que la transformation à laquelle chaque génération de Canadiens doit travailler est le redressement moral de chaque individu. C'est ainsi que depuis 1867, le développement du caractère de chaque citoyen a été au cœur de l'éducation des jeunes, de l'école primaire à l'université, parce que l'on ne peut être libre qu'à travers la maîtrise de soi. Plus on veut rendre une société libre, plus la maîtrise de soi des citoyens est nécessaire. Pensez à un joueur de tennis. Pour qu'il soit libre de frapper la balle où il veut sur le terrain, il doit d'abord maîtriser chacun des aspects de son sport. Si la majorité de la population n'a pas appris à se contrôler, à choisir de faire le bien plutôt que le mal, ce sera l'État qui devra les contrôler au moyen d'un gouvernement de plus en plus imposant. De la fondation du Canada jusqu'aux années 1960, les écoles et les parents se sont donc concentrés sur l'éducation et la formation du caractère des jeunes. Mais avec la montée des idées de la gauche dans les années 50 et 60, l'éducation du caractère a pratiquement disparu des écoles.
Plutôt que d'inviter les enfants à se regarder dans le miroir, à se concentrer sur leurs défauts et à les corriger, on leur apprend maintenant à regarder ailleurs, à se concentrer plutôt sur les défauts de la société canadienne. C'est ainsi que la justice sociale et le sauvetage de l'environnement remplacent désormais l'éducation du caractère. Un bel exemple de cela est le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise, enseigné aux jeunes Québécois dès la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, visant à les initier à la notion très controversée de politique identitaire. Et quand ils arriveront à l'université, les jeunes Canadiens apprendront la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, l'inégalité économique, les patriarcats et la culture de consommation excessive d'alcool sur leur campus. Ironiquement, s'il y a effectivement une culture de consommation excessive d'alcool sur les campus, elle confirme la déficience de l'éducation reçue par les jeunes à l'école et à la maison sur le contrôle de leur caractère, sur la maîtrise de leurs pulsions. Rappelons-le, il est impossible de rendre une société meilleure si l'on n'arrive pas d'abord à rendre chacun de ses citoyens meilleur. Cela dit, être libéral ou être conservateur est tout à fait compatible avec la recherche du bien commun. Ce sont deux visions qui se sont affrontées durant plus d'un siècle dans notre pays sans créer de division profonde. Si notre pays a tant changé depuis un demi-siècle, c'est qu'une nouvelle faction a pris le pouvoir, en cachant bien son jeu. En effet, les années 70 ont vu une nouvelle idéologie entrer dans le portrait politique de l'Occident, l'ultralibéralisme ou l'extrême gauche. Quelle différence y a-t-il entre un libéral et un ultralibéral? En fait, contrairement à ce que plusieurs pensent, le libéralisme et l'ultralibéralisme n'ont pratiquement rien en commun. En voici quelques exemples. Premièrement, les races. C'est probablement la différence la plus évidente entre un libéral et un ultralibéral. La position libérale sur la race a toujours été que la couleur de la peau d'une personne n'a pas d'importance et que ceux qui croient le contraire sont racistes. Et les libéraux ont toujours été passionnément engagés dans l'intégration raciale. Mais l'ultralibéral, lui, croit tout le contraire. Pour lui, c'est l'attitude libérale de croire que la race n'a pas d'importance qui est fondamentalement raciste, comme le démontrent les politiques de diversité, d'équité et de tolérance en emploi graduellement mises en place à travers les dernières décennies. Les ultralibéraux sont engagés à fond dans la ségrégation raciale en divisant les Canadiens par groupes identitaires. Les hommes blancs d'un côté et de l'autre les femmes, les personnes de couleur, les immigrants, les autochtones, les membres de la communauté LGBTQ, etc. Deuxièmement, le capitalisme. Les libéraux ont toujours été pro-capitalistes parce qu'ils sont engagés dans la libre entreprise et parce qu'ils savent que le capitalisme est le seul moyen de sortir un grand nombre de personnes de la pauvreté. Bien qu'il soit vrai que les libéraux favorisent un gouvernement plus interventionniste que les conservateurs, les libéraux ne se sont jamais opposés au capitalisme et ils n'ont jamais été en faveur du socialisme. Qu'est-ce que le socialisme et qu'est-ce que le capitalisme? Le capitalisme est basé sur le libre marché. Dans le capitalisme, le consommateur a le pouvoir ultime parce qu'il influence les tendances du marché à chaque fois qu'il dépense $1. Tandis que dans une économie socialiste, c'est le gouvernement qui a le pouvoir ultime. C'est lui qui décide de ce que vous obtiendrez et combien vous paierez pour. Si vous voulez comprendre ce qu'est le socialisme, souvenez-vous de la dernière fois que vous êtes allé au magasin pour vous acheter des ampoules incandescentes. En avez-vous trouvé? Et comment appréciez-vous les nouvelles versions cinématographiques de Blanche-Neige et Cendrillon, réécrites par Disney? Le socialisme vous prive de ce que vous voulez et vous impose son produit. La promotion du socialisme et l'opposition au capitalisme sont des valeurs ultralibérales. Troisièmement, le nationalisme.
Les libéraux adhèrent au concept de nation délimitée par des frontières. Mais parce que les ultralibéraux divisent la société par classe, par groupe identitaire plutôt que par l'identité nationale, l'extrême gauche s'oppose au nationalisme. Conséquemment, alors que les libéraux veulent protéger la souveraineté et les frontières canadiennes, les ultralibéraux, eux, sont pour l'ouverture des frontières. Lorsque les auteurs de Superman étaient libéraux, Superman était un patriote américain dont la devise était « Truth, Justice and the American Way ». Mais lorsque les écrivains ultralibéraux ont pris le contrôle de la bande dessinée, Superman a dû renoncer à sa citoyenneté américaine et devenir un citoyen du monde. L'extrême gauche promeut la globalisation et méprise le nationalisme, et il met en place des mesures pour déverrouiller le visage, la langue, la culture et les croyances religieuses des citoyens d'un pays. L'objectif ultralibéral est que nous devenions tous, avec ou sans notre accord, citoyens du monde dans un monde sans frontières. Quatrièmement, la liberté d'expression. Personne n'a été engagé plus à fond que les libéraux dans la célèbre déclaration « Je désapprouve totalement ce que vous dites, mais je défendrai à mort votre droit de le dire ». Les ultralibéraux, quant à eux, se positionnent à fond dans le sens contraire. Lorsqu'ils sont au pouvoir, ils mènent une offensive généralisée contre la liberté d'expression. Des universités aux entreprises technologiques régissant Internet, en passant par presque toutes les autres institutions d'État et entreprises de grande taille. En façade, les ultralibéraux ne disent s'opposer qu'aux discours de haine. Mais lorsque l'on découvre la cible de leurs attaques, il devient clair qu'un discours haineux pour eux correspond à toute conception de la réalité qui diffère de la leur. Cinquièmement, l'Occident. Les libéraux ont toujours défendu et cherché à protéger la civilisation occidentale. Les libéraux célèbrent les réalisations morales, philosophiques, artistiques, musicales et littéraires uniques de l'Occident et les ont enseignées dans pratiquement toutes les universités. Toutefois, lorsque le président des États-Unis a évoqué la nécessité de protéger la civilisation occidentale dans un discours à Varsovie en juillet 2017, les médias ultralibéraux l'ont dénoncé, arguant que la civilisation occidentale n'est pas meilleure qu'une autre, qu'elle n'est en réalité qu'un euphémisme de la suprématie blanche. Comment les idéologues de l'extrême gauche ont-ils pu arriver à se positionner aussi loin des valeurs traditionnellement libérales? C'est que si le libéralisme et le conservatisme reposent tous les deux sur la recherche du bien commun, l'ultralibéralisme, lui, repose sur une idéologie différente, le postmodernisme. Qu'est-ce que le postmodernisme? Ce sera le sujet de notre prochaine capsule. Au revoir.